Bonjour à tous. Nous sommes le lundi 22 décembre 2025 et notre cher ami, notre frère, John Helmer, est avec nous. Bienvenue. Merci. Nathan, merci de m'avoir invité, Nima. Merci pour l'introduction. Veuillez vous abonner et cliquer sur le bouton j'aime et vous pouvez suivre John sur son John. Quelle est l'adresse de ton site web? C'est johnhelmer.net. Et pour faire court, c'est Dances with Bears. Dance with Bears. Vous pouvez le chercher sur Google, Dances with Bears, et vous trouverez son site web. Permettez-moi, John, de commencer par ce qui se passe près de la Grèce. Vous savez, l'attaque de drones. La question est la suivante. Comment la prétendue frappe de drones ukrainiens près du territoire grec remet-elle en cause les affirmations de la Grèce selon lesquelles elle ne serait pas impliquée dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine? Et quel risque cela représente-t-il pour la sécurité nationale grecque? Vous avez mentionné avant que nous commencions qu'il ne s'agissait pas d'une attaque ukrainienne, mais d'autres choses. Quelle est votre compréhension de ce qui s'est passé? It's something else. What is your understanding of what has happened? All right. Well, while I talk, maybe you can put the map up. Très bien. Pendant que je parle, peut-être pouvez-vous afficher la carte à l'écran, car la plupart des gens ne savent pas où se trouve la Crète. La voilà. C'est une carte produite il y a quelques heures par le radar militaire italien, Itamil Radar, un site italien qui affirme surveiller les opérations de l'OTAN en Méditerranée, en mer Noire, et ainsi de suite. Maintenant, vous pouvez voir l'île de Crète vers le centre droit, et vous pouvez voir le Kendal, qui a été touché par un drone. La ligne pointillée qui part vers le nord-est est censée représenter l'attaque de drone ukrainienne, une attaque de drone à longue portée contre le Kendal. C'est absurde. Mais je voulais simplement que ce soit clair. But let me just make it clear. We'll now talk about the evidence of who actually committed. Nous allons maintenant parler des preuves concernant l'auteur réel de cette attaque. Il s'agissait d'une attaque de l'OTAN, une opération américaine, probablement basée à Timpaki, sur la côte sud de la Crète. Mais il est important de comprendre les preuves, car ce que nous avons ici n'est pas simplement une attaque menée depuis la Grèce contre un pétrolier. Cela fait partie d'une guerre en expansion et en escalade menée par les États-Unis, c'est-à-dire l'administration Trump, ainsi que par les alliés européens et l'OTAN contre la Russie, sur toutes les mers du globe. Autrement dit, une doctrine de guerre selon laquelle il n'existe plus d'eau sûre pour le commerce russe, pour les navires russes, pour les cargaisons russes, aucune eau sûre nulle part. Voilà le contexte dans lequel il faut examiner cette affaire. Ce qui s'est réellement passé ici fait suite à plusieurs attaques. Nous en avons déjà parlé dans l'émission. Plusieurs attaques de drones ukrainiens ont visé des navires russes en mer Noire, dont une ou deux au large des côtes turques, donc bien en dehors des ports russes de la mer Noire, au sud de la Crimée et de Novorossiysk. Nous avons également observé des attaques de drones ukrainiens contre des installations énergétiques russes, ainsi que contre le port d'exportation d'énergie kazache près de Novorossiysk. Cela fait partie de la guerre des drones en mer Noire. Et la guerre des drones contre les raffineries russes constitue une tentative des Ukrainiens et de leurs alliés de l'OTAN, avec l'aide au ciblage des États-Unis, de convaincre tout le monde que l'Ukraine peut gagner la guerre en paralysant l'économie russe. Et il y a encore des gens qui croient que l'économie russe est en grande difficulté. C'est absurde, mais on le voit tout le temps. Seymour Hersh a récemment publié un autre article tout aussi absurde, reprenant ce qu'il entend de certains responsables américains. Revenons à la question grecque. Il y a eu, tout au long du mois de décembre, des attaques contre des navires russes et des contre-attaques de la Russie contre des cibles côtières ukrainiennes, notamment à Odessa, dans la région d'Odessa, où sont basées les unités de drones, les unités navales de drones, ainsi que les conseillers britanniques des opérations ukrainiennes
de drones sous-marins et subaquatiques. Surface drone attacks are based. Okay? Now, what then happens is Ce qui se passe, c'est qu'il y a eu une attaque contre le Kandel. Peut-être que je vais passer les détails du Kandel. C'était un pétrolier appartenant à des intérêts grecs au cours des 15 dernières années, mais sa propriété actuelle est inconnue. On peut consulter tous les médias maritimes sans parvenir à obtenir des informations précises sur son propriétaire actuel. Son pavillon d'immatriculation a changé, son nom aussi. On affirme qu'il ferait partie de la flotte fantôme, transportant du pétrole russe et iranien en violation des sanctions américaines, bien que ce navire ne soit pas soumis aux sanctions des États-Unis, du Royaume-Uni ou de l'Union européenne. Ce qui s'est passé ici était presque certainement une attaque menée par une unité de l'OTAN contre ce navire. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que les médias maritimes, par exemple Lloyd's List à Londres, citent des sources de sécurité. Ils ne précisent pas qui elles sont, mais ils affirment sans ambiguïté qu'il s'agissait d'une attaque de drone à courte portée contre le navire. Voilà un premier élément de preuve. Le second élément de preuve est en quelque sorte l'inverse. La BBC, le quotidien grec, tous les médias que vous voyez, y compris la vidéo, affirment que ce matériel provient du SBU, le service de sécurité intérieure ukrainien. L'idée que le SBU se livre désormais à la guerre navale est présentée par la BBC comme si c'était évidemment vrai. Pour ma part, je le lis comme si c'était évidemment faux. As meaning it's obviously false. What it is false and interesting to say. Ce qui est faux et intéressant à dire, c'est que l'histoire affirmant qu'il s'agissait d'une attaque ukrainienne est une opération de propagande de Kiev, soutenue par tous les suspects habituels, à commencer par la BBC. La presse grecque ne fait que la reprendre. En réalité, cela signifie autre chose. Il existe 2 ou 3 hypothèses sur la manière dont ce navire a été attaqué. Il était, d'ailleurs, vide. Il ne transportait pas de cargaison russe. Il avait acheminé du pétrole russe depuis Novorossiysk jusqu'à un port indien, avait déchargé le pétrole, puis faisait route vers l'ouest, remontant le canal de Suez. Il devait traverser la Méditerranée, probablement remonter l'Atlantique jusqu'à la Baltique et rentrer en Russie. C'est ce qu'il était censé faire. Mais en réalité, il n'appartient pas à la Russie. It's not Russian-owned, it's not Russian flagged, there was no Russian cargo. Ce n'est pas un navire battant pavillon russe. Il n'y avait aucune cargaison russe. Il se trouvait simplement en mer au même moment où il était visé par des sanctions britanniques et européennes. Ces sanctions constituent une déclaration de guerre du Royaume-Uni, des États-Unis, contre la Russie. Mais elles n'ont pas de valeur juridique pour le reste du monde. C'est la même position que la Russie adopte à l'égard des États-Unis. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le drone a été tiré depuis Timpaki, ou plutôt qu'il y avait au moins 2 drones. L'un a attaqué la surface du navire, provoquant une petite explosion, on peut le voir, et le second a servi à photographier l'explosion à Timpaki, celle qui nous a été présentée comme une prétendue opération du SBU ukrainien. Ukrainian SBU creation. Either it was fired from a Greek base, and soit il a été tiré depuis une base grecque, et le drone de surveillance qui l'accompagnait provenait également de cette base. Soit les deux venaient d'un navire, probablement un bâtiment de la 6e flotte américaine, opérant en Méditerranée orientale. Maintenant, je ne peux pas, étant arrivé à notre programme seulement ce matin, vous dire quel navire de la 6e flotte se trouve à 200 ou 300 km de la cible pour mener ce que nous appellerions une attaque de drone à courte portée. La troisième possibilité est la moins probable, qu'il ait été tiré depuis la côte libyenne, à environ 200 km au sud. Cela nécessiterait la présence d'un groupe de forces spéciales britanniques ou américaines opérant sur la côte libyenne, dans la région de Tobrouk, pour lancer un drone de ce type. Cela semble bien moins probable, impossible en réalité pour les Libyens.
D'accord, c'est impossible. Donc ce que nous avons ici, c'est une base de l'OTAN ou un navire de l'OTAN ou des États-Unis qui a tiré. A NATO or US vessel firing. That's really important. C'est vraiment important. Et le seul endroit où cette question a été soulevée, c'est au Parlement grec, uniquement au Parlement grec et uniquement par le KKE. Le Parti communiste grec a formulé une objection explicite à l'incident, demandant si la Grèce est désormais directement en guerre avec la Russie. Je parcours simplement mes notes, pardonnez-moi de baisser les yeux. Nikos Papanastasis est député du Parti communiste grec. En ce moment, le parti est crédité d'environ 10%, quelque part entre 8% et 10% des intentions de vote des électeurs grecs pour les prochaines élections. Le gouvernement est faible, à 29%. Kyriakos Mitsotakis, le Premier ministre, a remporté les dernières élections avec environ 40%, mais il est tombé à 29%. Il est donc affaibli, comme tous les gouvernements européens qui combattent la Russie. Il a déclaré officieusement que la Grèce est opposée à la Russie. La Grèce fournit toutes sortes de matériel de guerre à l'Ukraine. Elle a été convaincue de signer toute une série d'accords de défense secrets et moins secrets avec les États-Unis, dans la conviction que la Grèce sera protégée de son véritable ennemi, à savoir la Turquie. Sans vouloir mettre à l'épreuve la patience de chacun au sujet de la politique grecque et turque, le point essentiel est le suivant. Voici un membre de l'OTAN utilisant sa base de Timpaki sur la côte sud de la Crète, un endroit très agréable, et tirant sur un pétrolier comme acte de guerre contre la Russie en haute mer, dans le cadre d'une stratégie générale mais totalement secrète de l'OTAN visant à interdire tout transport maritime en haute mer par des pétroliers russes ou transportant du fret russe. Ils ne sont en sécurité nulle part, ni en Méditerranée maintenant, ni dans la Baltique. Nous avons actuellement un incident en cours. La Suède a arrêté un navire porte-conteneurs russe, un navire Ro-Ro, prétendument pour inspection. Ce navire semble avoir subi une panne de moteur. Ce n'est pas un acte de guerre, mais nous avons eu des interceptions par les Danois et par les Français dans et autour de l'Atlantique. Donc, ce que nous avons ici n'est pas tout à fait l'opération de Pirates des Caraïbes de Trump, mais bien une opération américano-OTAN visant à rendre la navigation et le commerce russe dangereux partout. Et c'est un acte de guerre très grave. Et la Grèce y participe. Et Papanastasis est le seul membre d'un parlement de toute l'Union européenne à avoir demandé quel rôle la Grèce a-t-elle joué dans cet événement. La Grèce est-elle maintenant en guerre avec la Russie? Is Greece now at war with Russia? And those are the questions the Greek Prime Minister. Et ce sont là les questions auxquelles le Premier ministre grec Mitsotakis refuse de répondre. Ce que nous avons en Grèce, c'est une situation très particulière, une situation très paradoxale. Le peuple grec est plus hostile à la guerre contre la Russie et plus favorable à la Russie dans ce conflit que tout autre pays européen. Et pourtant, ils sont dirigés par un Premier ministre à 29% qui étouffe ce conflit et continue à agir de cette manière. Alors, pour tous ceux qui se demandent pourquoi l'Europe tolère une guerre perdue sur le champ de bataille ukrainien, sans parler d'étendre les moyens militaires et le coût pour l'Europe, pour les pays européens et pour les contribuables européens de financer une guerre perdue. Pourquoi cela se produit-il? Et en Grèce, la situation est très étrange. La majorité des gens y sont opposés, mais le gouvernement, avec cette opération, y est manifestement favorable. On peut dire que c'était, par exemple, une opération de l'OTAN. Mais le pays, comme vous l'avez mentionné, est responsable de ce qui s'est passé. Oui. Et comment voyez-vous les actions de représailles de la Russie? Pensez-vous que cela pourrait aggraver la situation entre, vous savez, d'une certaine manière? Il y aura des représailles. Le président Poutine,
le ministre des Affaires étrangères Lavrov et bien d'autres ont été très clairs. Pour les actes de piraterie en haute mer, il y aura des représailles asymétriques. Nous l'avons déjà constaté en mer Noire. Les représailles ont visé principalement les bases de drones. Les bases britanniques de missiles maritimes se trouvent dans et autour d'Odessa, et les représailles ont eu lieu sous la forme d'attaques russes de missiles et de drones contre le port d'Odessa et les ports environnants, en réponse aux attaques en mer Noire. L'une de ces cibles était un navire turc en décembre, et la question a été abordée le 12 décembre, lors de la rencontre entre le président Poutine et le président Erdogan. Ils ne mentionnent pas qu'ils ont discuté des représailles en mer Noire. Et Erdogan a suggéré qu'il pourrait y avoir une sorte de moratoire sur le ciblage énergétique. Une proposition absurde, car les Ukrainiens se sont vus offrir cela presque toute l'année par le président Poutine, depuis février, et ont refusé. Maintenant, la question que vous avez soulevée, celle des représailles, est bien plus grave, car elle dépasse, disons, le théâtre régional relativement limité de la mer Noire. Si ce sont, par exemple, les Estoniens ou les Polonais qui menacent les navires russes traversant le golfe de Finlande pour entrer dans la mer Baltique et se diriger vers les détroits danois. Si les Danois commencent à menacer la navigation russe à travers les étroits détroits danois et les transforment en un point d'étranglement comme le détroit d'Ormuz, ou si les Français font ce qu'ils ont déjà fait, arrêter, fouiller et inspecter les navires ou cargaisons russes se déplaçant vers le sud, parallèlement à la côte atlantique française, alors cela étend la guerre contre la navigation russe, contre le commerce russe, contre la Russie elle-même, des eaux territoriales jusqu'en haute mer. Et cela soulève la question, quelle forme de représailles la Russie pourrait-elle imaginer pour y faire face? Il existe une perception, qu'on peut lire dans la presse occidentale, selon laquelle, si la partie russe attaquait un navire de l'OTAN, cela serait considéré comme un incident relevant de l'article 5. En d'autres termes, l'OTAN estime pouvoir attaquer des navires russes en présentant l'assaillant comme un drone ukrainien, une opération du SBU. C'est absurde. Mais si la Russie riposte contre un navire battant pavillon américain, britannique, français ou allemand, ou appartenant à l'Allemagne, à la Pologne ou à l'OTAN, s'agirait-il alors d'une attaque contre le territoire de l'OTAN? Et une telle attaque, bien que de nature ripostée, constituerait-elle une provocation susceptible d'engager pleinement l'OTAN contre la Russie? On voit bien le caractère provocateur dont il est ici question. Disons que les stratèges de salon à Bruxelles, en particulier les États baltes, les Polonais et les Britanniques, dont l'importance ne cesse de diminuer, s'y illustrent. Les Britanniques, eux, en sont réduits aux opérations de tromperie et aux actions secrètes de harcèlement. Poutine ne fait même plus référence au Premier ministre Starmer. Les négociations de guerre et de paix impliquent désormais la France, l'Allemagne et les États-Unis. Le Royaume-Uni est écarté. On peut donc comprendre, du point de vue britannique ou d'un petit pays européen, le raisonnement suivant. Pourquoi ne pas provoquer l'ours russe? Plantons-lui une épingle en mer et voyons s'il attaque l'un de nos navires, ce qui nous rassemblerait à nouveau. On peut voir cela du point de vue d'une minorité au sein de l'OTAN. Ceux qui pensent pouvoir poursuivre la guerre contre la Russie et refusent d'admettre que la guerre en Ukraine est perdue. Ceux qui veulent peut-être se détacher de la France et ne pas permettre de négociations directes avec la Russie, comme Macron l'a suggéré ces derniers jours. On peut comprendre la valeur qu'ils imaginent à provoquer la Russie pour qu'elle riposte dans l'un de ces endroits. Et c'est ce genre de mentalité avec laquelle nous devons composer. J'espère que ça répond à votre question. Yeah.
John, you mentioned Europe and Oui, oui. Europe is John, somehow tu as mentionné l'Europe, et l'Europe est en quelque sorte, tu sais, in the western part of Europe. même dans You're la not partie talking occidentale de l'Europe, on ne parle eastern, pas the ici west- d'Est et in the d'Ouest, western part of Europe, mais dans la you partie have some sort of occidentale, on division. voit déjà certaines For divisions, example, par exemple, Macron entre and Macron Merz. et Merz. Yes. Penses-tu qu'ils pourront finalement s'unir autour d'une Do stratégie you commune? think that they, Je veux dire, dans la partie after occidentale de all, l'Europe. can they Ou bien, bring a avec le temps, strategy all penses-tu que ces together? différences ne Talking feront about que the western s'accentuer? part of Europe, or as time goes by, we see these sort of differences widening? I think you hit the nail on the head there. Je pense que tu as parfaitement raison, Nima. Les différences se creusent, et ce sont des différences profondes. La tentative du chancelier allemand, rappelons-le, c'est un chancelier élu avec un mandat de 28%, montre qu'il est politiquement faible chez lui. Nous pourrions revenir sur la politique intérieure allemande, et tu as aussi d'excellents spécialistes de l'Allemagne qui peuvent l'expliquer. La fracture que Merz a provoquée en poussant l'Union européenne à s'engager et à utiliser directement les avoirs russes pour financer la guerre en Ukraine, puis en déclenchant la résistance explicite de l'Italie et de la France, ainsi que la résistance tacite soutenant les Hongrois, les Tchèques et les Slovaques. C'est grave. Et cela reflète un point de fond qu'il faut souligner. Je pense que la plupart de tes collègues l'ont fait. Je crois que Lawrence Wilkinson l'a fait, et d'autres aussi. I think Lawrence Wilkinson has and others have. Germany is not trusted in the rest. L'Allemagne n'est pas digne de confiance dans le reste de l'Europe. Pourquoi quelqu'un devrait-il encore jamais faire confiance aux Allemands? D'accord? Ce que fait Merz, Friedrich Merz, le mini-chancelier à 28% de l'Allemagne, c'est utiliser la tribune de la guerre en Ukraine pour promouvoir le réarmement de l'Allemagne, en se servant de la promesse d'acheter des armes américaines pour attirer le soutien de Trump et établir l'Allemagne comme la plus grande puissance militaire d'Europe. Cela ne sera évidemment jamais acceptable pour les Français. Les Britanniques, eux, ont leur propre passé de flirt avec Hitler. L'idée que le fascisme hitlérien était le remède au communisme soviétique. C'était une thèse que Joe Kennedy, alors ambassadeur des États-Unis au Royaume-Uni, transmettait au président Roosevelt entre 1938 et 1940 lorsqu'il occupait ce poste. Il y a toujours eu, en arrière-plan, un projet britannique d'alliance avec l'Allemagne contre la Russie. For allying with Germany against Russia. But right now the situation. Mais pour l'instant, la situation est que Merz est opposé par Macron et que le camp russe est accueilli avec un certain scepticisme. L'annonce de Macron était que nous, c'est-à-dire l'Europe, devrions avoir des discussions directes, des relations directes et des négociations avec la Russie, pour des raisons évidentes également. Macron a déclaré que nous ne pouvions pas laisser les Américains négocier un accord de faveur pour le règlement du conflit en Ukraine. Pendant ce temps, les Français, les Allemands et les Britanniques restent en retrait, regardant un représentant du monde des affaires comme Kirill Dmitriev se rendre à Miami pour discuter avec deux représentants américains du monde des affaires, Jared Kushner et Stephen Witkoff, des conditions de règlement de la guerre. Eh bien, aucun diplomate n'est présent, aucun militaire non plus. No diplomats there, no military person there. What are they talking about? They're talking about money. And it's very De quoi parle-t-il? Il parle d'argent. Et il est très clair pour les Français, les Allemands, les Britanniques et les Italiens que s'ils ne s'engagent pas directement avec Poutine, les États-Unis retireront tout l'argent de la table à la fin de la guerre en Ukraine. Et cela leur est également inacceptable. Donc, d'un point de vue européen, et c'est un point de vue très civilisé, on se souvient de qui a vraiment gagné, de qui a réellement provoqué la dernière guerre. Les initiatives de Merz seront contestées, et pas seulement par la Russie. Les sources russes avec lesquelles je parle comprennent que cela est évident et s'étonnent qu'il ait fallu autant de temps aux Français, aux Italiens et aux autres pour s'en rendre compte. The Italians and the others so long to figure it out. But here we are now, and they're figuring it out. Mais nous en sommes là aujourd'hui.
et ils sont en train de comprendre. MERS signifie le réarmement de l'Allemagne, l'Allemagne prenant la tête de l'Europe contre la Russie. Le point de vue de la France est que nous avons besoin d'un autre dispositif de sécurité européen. Et si les États-Unis ne le financent pas, nous devrons le financer nous-mêmes. Du point de vue russe, d'après ce que m'ont dit mes sources à Moscou, les Français sont perçus comme alliés à Meloni en Italie et aux Danois, par exemple. Il y a donc aujourd'hui un vif débat sur l'avenir de l'Europe entre les anciens rivaux historiques et fauteurs de guerre, en particulier les fauteurs de guerre allemands. Et il est très important que nous comprenions tous cela. John, les négociations menées par Kirill Dmitriev, et vous avez mentionné Steve Veskov, au nom des États-Unis, avec Kushner, quelles sont les difficultés dans les discussions entre les États-Unis et la Russie? Et est-ce possible pour ces personnes? Sont-elles capables de trouver une sorte de solution? Parce que, comme vous l'avez dit, ce ne sont pas des diplomates, ce sont des hommes d'affaires. Et je ne sais pas comment... Le règlement en Ukraine, à mon avis, est une immense guerre diplomatique. Ce n'est pas quelque chose comme un simple accord entre hommes d'affaires. Quelle est votre compréhension de ce qui se passe entre ces personnes? What is your understanding of what's going on between these people, among these people? Good question. I've asked my Russian sources. Bonne question. J'ai posé la même à mes sources russes et j'ai obtenu plusieurs réponses différentes. Tout d'abord, oui, tout le monde reconnaît qu'il s'agit désormais d'un format de négociation très particulier, qui exclut les ministères des Affaires étrangères des deux côtés. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, n'est pas un admirateur de Kirill Dmitriev. Il a essayé de l'écarter des négociations menées avec les États-Unis depuis la première rencontre qui a eu lieu après l'arrivée au pouvoir de Trump à Riyad. Oui, le ministère des Affaires étrangères a été mis à l'écart de cette négociation jusqu'à présent. Cependant, le Kremlin garde la main dessus grâce à l'implication directe de Yuri Ushakov, le conseiller du président pour les affaires étrangères. Ushakov, comme on le sait maintenant, passe des appels et s'entretient avec Veskov, car le rapport de Bloomberg a révélé grâce à des fuites une partie du texte mal compris de leur conversation. Ce qui se passe, d'après mes sources russes, c'est plusieurs choses. Tout d'abord, Dmitriev parle à Veskov dans le but, disons, d'éveiller, ou si l'on préfère de faire appel, à la cupidité du cercle de Trump, ou, plus poliment, aux incitations économiques ou commerciales, voire aux pots de vin, liées à la conclusion d'un accord de paix qui verrait Trump abandonner Zelensky. En d'autres termes, c'est une carotte, une très juteuse, que le camp russe agite pour que Veskov puisse convaincre certains éléments de l'administration Trump au Pentagone, au département d'État, au Conseil de sécurité nationale et dans les agences de renseignement, de l'intérêt de parvenir à un accord. En réalité, comme le disent mes sources russes, ils n'ont pas vraiment le pouvoir de décision. Dmitriev n'a pas le pouvoir de discuter des questions territoriales, militaires ou diplomatiques. Disons, des questions de garantie de sécurité. Il est là pour dire « Concluons un accord selon les conditions que Trump lui-même, sa famille, représentée par Kushner, et ses hommes de main, représentés par Veskov ainsi que d'autres, peuvent comprendre et accepter. » Du côté russe, ces derniers jours, j'ai également entendu une ligne très intéressante qui renvoie aux points 13 et 14 du pacte original de Miami qui avait fuité dans le Financial Times avant d'être modifié. Ces points concernent la prise de contrôle par les États-Unis d'environ 300 milliards de dollars de fonds souverains de la Banque centrale, qui ont été saisis, confisqués, gelés et restent principalement en Europe. And remain in Europe principally. There's a Russian view
Il existe en Russie une opinion selon laquelle il serait bien préférable pour les intérêts russes que les 300 milliards de dollars soient placés dans un fonds géré conjointement par la Russie et les États-Unis, que l'argent soit restitué à Elvira Nabiullina, la gouverneure de la Banque centrale. Il faut comprendre la politique des factions russes pour saisir à quel point la gouverneure Nabiullina est détestée, ou, disons, soupçonnée, pour avoir maintenu un taux directeur extrêmement élevé qui nuit aux perspectives de croissance du pays. Il existe tout un lobby opposé à la Banque centrale de Russie et à ses principales banques d'État alliées en raison de leur politique sur le taux du rouble, leur politique de réserve, et ainsi de suite. Il existe donc une opinion selon laquelle une banque dirigée par les Américains, gérant les 300 milliards de dollars comme un fonds d'investissement, dans lequel les intérêts économiques russes et non Nabiullina auraient la main, serait un avantage pour eux personnellement. Je ne sais pas si Dmitriev défend cette idée. J'en parle parce qu'elle circule réellement à Moscou, même si vous ne la lirez pas dans les journaux russes, pour des raisons évidentes. Il est parfaitement clair comment le lobby des affaires perçoit le taux directeur de Nabiullina. Nous en avons déjà parlé. En résumé, Dmitriev est à Miami pour faire en sorte que l'accord plus complexe, dont il ne parle pas, paraisse être une opération lucrative, rentable et génératrice de profit pour le cercle de Trump et ses principaux alliés. Il ou pas certains des problèmes essentiels. Il n'y a aucun compromis, répètent mes sources, et le président Poutine l'a répété. Il n'y a aucun compromis sur les questions territoriales. Il n'y a aucun compromis sur les exigences de sécurité. Comme vous l'avez dit, chacune de ces choses exige une précision et une expertise militaire, ainsi qu'une précision et une expertise diplomatique. Et il y en a beaucoup du côté russe. Au cours des dernières heures, Marco Rubio, le secrétaire d'État et conseiller à la sécurité nationale, a délibérément insulté Sergei Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, son homologue, en avertissant qu'il ne s'attendait à aucune implication russe dans les opérations américaines dans les Caraïbes, car Lavrov serait trop occupé par une situation désespérée, selon les mots de Rubio, en menant la guerre en Ukraine. C'est la partie absurde. La partie insultante de Rubio envers Lavrov montre que Rubio se sent lui aussi exclu de ces négociations. On peut voir la frustration de Rubio d'avoir été mis à l'écart dans l'article de Hirsch. Hirsch a produit un texte absurde, prétendant expliquer les termes à partir de sources qu'il n'identifie pas clairement. Mais c'est évident. Cela vient du personnel politique du département d'État qu'il crédite d'une grande intelligence et d'un travail fantastique. C'est également absurde, inutile d'entrer trop dans les détails. Mais le fait est que le camp russe, le Kremlin, pense pouvoir convaincre personnellement le président Trump, les membres de sa famille et ses proches collaborateurs douteux comme Bitkov, d'accepter les conditions russes sur lesquelles il n'y aura aucun compromis et de les imposer de force à Zelensky. John, comment vois-tu actuellement la situation sur le champ de bataille en Ukraine et comment ça va-t-il être pris en compte dans les négociations en cours entre les deux parties? Parce qu'après tout, tout se résume à l'Ukraine, son économie, sa main-d'œuvre. Tu sais, est-ce que l'Ukraine est dans une sorte de désordre? Est-ce que l'Ukraine reçoit plus ou moins d'aide des pays et des soutiens occidentaux? Parce que, d'après les chiffres que nous obtenons de l'Occident, essentiellement des Européens, cela montre à quel point le soutien à l'Ukraine, en termes d'argent, d'équipement et d'armes, est en train de diminuer de manière drastique. Et nous avons eu, vous savez, récemment,
il y a 2 jours, environ 80 tonnes d'équipements envoyés en Ukraine depuis la Pologne, vous savez, des États-Unis vers la Pologne, puis vers l'Ukraine. Mais ces livraisons n'ont pas une grande influence sur le champ de bataille, ni sur la manière dont les combats s'intensifient. La Russie a annoncé hier que plus de 1500 Ukrainiens avaient été tués en une seule journée sur un front. Comment voyez-vous la situation sur le champ de bataille et comment cela va-t-il être pris en compte dans les négociations en cours? Eh bien, vous avez aussi de nombreux invités qui parlent de la position militaire sur le champ de bataille. La plupart d'entre eux lisent, tout comme moi, les blogueurs militaires russes, Boris Rogin, le site Colonel Kassad, Mikhail Zvinchuk, le site Ribar et plusieurs autres. Ils offrent une couverture minute par minute, jour après jour, heure après heure. De plus, le président Poutine a tenu la semaine dernière une longue réunion, une séance élargie du Conseil de défense à laquelle assistait le général Gerasimov. Le ministre de la Défense a présenté un rapport et Poutine a résumé la situation actuelle. Je ne vais pas mettre la patience de tout le monde à l'épreuve en la répétant. D'un côté, il y a d'importantes poches de forces ukrainiennes encerclées. Ainsi, tout ce qui arrive depuis la frontière polonaise vers Lviv ou Kiev ne peut plus atteindre le front maintenant. Impossible. Le deuxième point est que la position russe a été d'avancer très lentement. Et si certains veulent comprendre comment cela fonctionne, d'un point de vue tactique, je peux citer Mark Takacs, un major hongrois et spécialiste de l'analyse de la guerre terrestre. Environ toutes les 2 semaines, il publie une évaluation assez intéressante et équilibrée de la manière dont les deux camps se battent pour des zones relativement petites. Pourquoi les Russes gagnent dans chacune de ces zones et comment cela se fait tout au long de la ligne de front. Tout au long de la ligne, la position russe a été exactement celle que le président Poutine a décrite. Si nous ne pouvons pas atteindre nos objectifs territoriaux, y compris notre sécurité, c'est-à-dire une zone démilitarisée suffisamment profonde pour protéger notre territoire contre une attaque de drones ou de missiles à l'avenir. Si nous ne pouvons pas y parvenir par des moyens diplomatiques, nous utiliserons la force. Et la force, c'est ce qui fonctionne. Comme vous l'avez mentionné, et notre public peut le lire, le ministère de la Défense publie un bulletin opérationnel quotidien. On y trouve un résumé de chacun des principaux groupes d'armées tout au long de la ligne, ainsi qu'un résumé du taux de perte. Ce taux se situe entre 1400 et 1550 par jour au cours des dernières semaines. C'est nettement plus élevé qu'auparavant. Que l'on discute ou non de l'exactitude des chiffres, c'est le rythme de l'augmentation qui importe. Il montre comment les forces russes avancent lentement mais sûrement vers l'ouest, à travers le Dniepr, autant que nécessaire pour sécuriser les 4 régions et créer une zone démilitarisée profonde, suffisamment profonde pour se protéger contre de futures attaques. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de le répéter davantage. Ce que les Ukrainiens et leurs alliés sont capables de faire, c'est de se battre ailleurs. Ils ne parviennent pas à progresser. Ils sont incapables de lancer une contre-offensive. Il ne reste plus de réserve sur ce que l'on peut appeler la bataille terrestre. À la place, ils mènent ce que nous avons décrit comme la bataille maritime. Et nous les avons également vus poursuivre la bataille aérienne contre des cibles russes, raffineries et autres, dans l'arrière-pays russe, ainsi que dans les nouvelles régions de Novorossia. C'est une guerre d'aiguillon, non négligeable, mais surtout destinée à démontrer ce qui est faux. Elle vise à montrer que l'Ukraine peut continuer à gagner la guerre, alors que c'est faux si l'on parle de la guerre terrestre. Prenons un peu de recul, John, pour examiner ce qui se passe dans les Caraïbes.
les États-Unis ont décidé, disons, d'attaquer ces pétroliers, des navires allant vers ou venant du Venezuela. Comment vois-tu l'ensemble de la situation avec l'administration Trump? Tu as mentionné la guerre, l'attaque de drones contre un pétrolier russe. Mais en ce qui concerne le Venezuela et d'autres régions d'Amérique latine, les populations ne sont pas satisfaites de ce qui s'y passe. Pourtant, Donald Trump et son administration font tout ce qu'ils estiment juste pour les États-Unis et ce qu'ils pensent être bénéfique pour le pays. Mais dans l'ensemble de la politique étrangère de Trump, avec ses attaques contre les pétroliers, que penses-tu qu'il cherche à accomplir? Eh bien, le « il » est compliqué. C'est un peu au-delà de mes compétences de parler des luttes de factions aux États-Unis. De toute évidence, il existe une sorte de ligne Rubio qui n'est pas la même ailleurs dans l'administration. Permettez-moi de dire ceci. Laissez-moi citer ce que Rubio a dit, car j'y ai fait référence il y a une minute. Cela donne une idée de ce qu'il pense faire. On lui a demandé, lors d'un point de presse le 19, de répondre au Premier ministre Lavrov, qui avait déclaré que ce serait une erreur fatale pour les États-Unis d'essayer de bloquer les pétroliers en provenance du Venezuela et de tenter de renverser le régime Maduro. Qu'est-ce que tu crois faire? Ta question, on a demandé à Rubio, et voici sa réponse. Oui, nous ne sommes pas inquiets d'une escalade avec la Russie à propos du Venezuela. En fait, nous avons toujours prévu qu'ils apporteraient un soutien rhétorique au régime Maduro. Je pense qu'ils ont déjà fort à faire en Ukraine. Et s'ils regardent Sergueï, c'est-à-dire Sergueï Lavrov, joyeux Noël. Mais au bout du compte, je m'attendais à ce qu'ils disent ce qu'ils allaient dire. Un soutien rhétorique. Nous savons ce que c'est. Ce n'est pas un facteur dans la manière dont nous considérons toute cette affaire. Donc voilà Rubio qui dit « Nous ferons ce que nous voulons ». Peu importe ce que disent les Russes. On ne lui a pas demandé ce que disent les Chinois, mais l'annonce de Trump concernant un cordon sanitaire, un blocus contre le Venezuela, comporte deux volets. D'abord, Trump a déclaré « Nous allons récupérer tous les actifs américains qui ont été nationalisés et sont maintenant répartis entre la Russie et la Chine. » La Chine est le principal investisseur au Venezuela et elle n'a pas encore expliqué ce qu'elle en pense, ni ce qu'elle compte faire si ces investissements au Venezuela, pas seulement son commerce pétrolier, si ces actifs sont saisis par les États-Unis. Cela place la Chine et la Russie en conflit avec les États-Unis sur la question de la propriété des ressources minières et pétrolières du Venezuela. Le deuxième volet, c'est le blocus. D'après ce que je comprends, il s'agit d'un très grand bluff de la part de l'administration Trump. Elle hésite à déployer des forces et à renverser directement le régime par la guerre. Le coût, le risque, nous en avons déjà parlé, le risque d'un nouveau fiasco comme celui de la baie des Cochons est trop élevé. Je suppose qu'il existe à Washington une faction, ou plusieurs, qui souhaitent provoquer une sorte de situation à la Golfe du Tonkin, dans laquelle, en saisissant, en fouillant ou en attaquant des navires, il y aurait une contre-attaque vénézuélienne contre un navire américain. Cela deviendrait alors, à la manière de la guerre du Vietnam, un prétexte de type Golfe du Tonkin pour une attaque massive. Il semble qu'il y ait un certain soutien américain à cette ligne provocatrice, voire de provocation délibérée. Pour l'instant, le président Maduro et le régime vénézuélien gardent leur calme. Ils comprennent ce genre de provocation. Ils ont épuisé les perspectives de négociation au cours desquelles Maduro avait apparemment proposé, certaines concessions en matière d'investissement aux États-Unis qui ont été rejetées. Nous en sommes donc à une phase de provocation, dans laquelle, selon moi,
même si je peux me tromper. Le Venezuela ne se laissera pas provoquer et appellera le bluff de Trump. En même temps, il semble que Rubio soit plus enclin que d'autres, que ce soit au Pentagone ou à la Maison-Blanche, à attaquer le Venezuela. Je ne sais pas. Mais revenons à ce dont je sais un peu plus. D'abord, la Russie ne diffuse pas ce qu'elle fait réellement pour aider Maduro. Améliorer sa capacité de dissuasion, mettre Trump au défi, prolonger l'impasse, accroître le risque de perte américaine en cas d'attaque réelle contre le Venezuela. La défense aérienne, la coordination interne, beaucoup de choses. Si je les connaissais, je n'en parlerais pas. Rubio ne fait que se donner en spectacle en se montrant si désagréable envers Sergei Lavrov. Il devrait plutôt diriger son sens de l'humour mal placé vers le GRU, le service de renseignement de l'état-major général russe, et vers la capacité du ministère russe de la Défense à renforcer la défense du Venezuela. Car plus l'impasse dure, plus la Russie a de temps pour aider Maduro à consolider ses défenses. Plus ses défenses sont solides, plus sa dissuasion est efficace. Un point. Deuxièmement, que se passe-t-il? Et la Chine dans tout ça? La clé, c'est la Chine, John. Enfin, pas exactement la clé, car la vraie question est, la Chine dispose-t-elle d'une quelconque capacité militaire, d'une capacité tout court, pour dissuader les États-Unis dans cette situation? Ou bien possède-t-elle un levier économique, commercial ou d'échange? Nous ne voulons pas dire que la Chine est le plus grand tigre de papier du monde. Mais au Venezuela, que propose-t-elle concrètement pour protéger ses investissements? Oui, elle a fait, comme Rubio caricaturait Lavrov, des déclarations générales sur la souveraineté du Venezuela, sur la folie des actions américaines, le blocus, les sanctions, et ainsi de suite. Mais si les États-Unis en viennent à bousculer les Chinois, que verrons-nous? Eh bien, nous n'avons pas encore vu la Chine faire preuve de la moindre puissance militaire en dehors du détroit de Taïwan. On peut donc s'attendre à ce que la Chine ne dispose pas d'une grande capacité militaire. Mais nous savons qu'elle possède un pouvoir de dissuasion économique considérable, puisqu'elle a utilisé des embargos sur les terres rares et d'autres exportations contre les États-Unis avec une certaine efficacité. Ce que nous disons ici, c'est que si la Russie s'efforce de prolonger l'impasse, tout en aidant Maduro à développer des capacités de dissuasion et de défense sur le plan militaire, que fait la Chine pour créer un climat dans lequel les États-Unis pourraient juger que le coût économique d'une confrontation avec les investissements chinois au Venezuela ne vaut pas la peine d'être poursuivi avec autant d'acharnement? Je pose la question de manière rhétorique. Je pense que tout le monde comprend bien de quoi il s'agit, mais je n'ai pas les réponses. Nous verrons bien. Mais plus il faudra de temps avant que nous voyions clair, plus la position de la Chine, de la Russie et de Maduro s'en trouvera renforcée, et plus celle de Trump s'affaiblira, sans même parler de Rubio. John, avant de conclure cette session, comment vois-tu les chiffres, les pertes, les morts et les blessés dans la guerre sur le champ de bataille en Ukraine, tant du côté russe qu'ukrainien? Récemment, la partie russe a publié certains chiffres. Mais quelle est ton opinion sur la situation, sur ce qui s'est passé jusqu'à présent? Comment interprètes-tu ces chiffres? Oh, c'est une question que je n'ai pas étudiée assez attentivement pour vous donner une réponse précise. Je peux dire, pardonnez-moi, que la propagande britannique a affirmé, en se basant sur la mesure des avis de funérailles, des avis d'inhumation et des dépôts de succession, que les pertes russes dépassent les 100 000. Je n'ai pas le chiffre actuel. J'ai lu les rapports. C'est un nombre très élevé, un nombre très grave, avec des implications considérables dans tout le pays. Certaines de ces implications ont été exprimées assez ouvertement
lors de la conférence de presse de fin d'année du président Poutine la semaine dernière. En même temps, c'est un niveau de pertes humaines très important, ce qui rend l'avancée de la Russie sur le champ de bataille prudente. Russia's advance on the battlefield cautious. Same time, the measures, En même temps, les chiffres, pardonnez-moi, des pertes ukrainiennes sont bien plus élevés que ce qu'estiment les Britanniques, les Américains et les soi-disant groupes de réflexion de l'OTAN. Et je ne parle même pas des chiffres dérisoires avancés par Zelensky. On peut voir le rapport dans les échanges de corps, une affaire sinistre. Mais on constate que le rapport entre les corps russes récupérés et les corps ukrainiens récupérés et échangés se situe quelque part entre 1 pour 10 et 1 pour 20. C'est un rapport qui, appliqué au champ de bataille réel, correspond à la fourchette mentionnée par certains de vos invités militaires lorsqu'ils évoquent les normes habituelles de la guerre, le rapport entre morts et blessés, et ainsi de suite. Donc, mon estimation personnelle rejoint celle de vos autres invités. C'est une approximation selon laquelle le rapport entre Ukrainiens et Russes est supérieur à 1 pour 10, une mort russe pour 10 morts ukrainiennes, un blessé russe, et ainsi de suite. Et il y a l'autre algorithme militaire standard entre la mort et les blessures. Je ne peux pas entrer dans les détails, car je n'ai pas l'expertise nécessaire, et j'ai des piles de documents autour de moi, mais aucun ne traite de ce sujet. Faisons toutefois un point général pour que notre public comprenne bien. Le niveau des pertes du côté russe incite à la prudence. Et dans l'analyse indépendante de Takashi sur les opérations tactiques, on peut voir cette prudence. On peut voir le temps que met le camp russe à se préparer et à avancer sur une infime portion de territoire avant de bouger. Cette prudence est une promesse politique du président au peuple russe. C'est pourquoi, malgré un taux de perte exceptionnellement et sans précédent élevé pour la Russie, le président et l'armée bénéficient d'un soutien public immense et stable de la part du peuple russe. Public approval. Public approval is not for death. L'approbation du public ne concerne pas la mort. Elle concerne une guerre juste et le sacrifice. Regrettable, triste, tragique, affreux, terrible. Mais un sacrifice pour défendre la Russie contre une menace plus grande. Et il ne fait aucun doute que du point de vue russe, le niveau des pertes n'a pas suscité d'opposition publique du type que les alliés occidentaux attendaient ou pensaient pouvoir encourager à l'intérieur de la Russie. Pardonnez-moi. Que voyons-nous du côté ukrainien? Eh bien, il y a certainement la capacité de continuer à se battre, dissuadée, oui, sur le champ de bataille, par l'habitude ukrainienne de tirer dans le dos de ceux qui tentent de se rendre. People trying to surrender in the back. There's no doubt, and Putin referred to it last Friday. Il ne fait aucun doute, et Poutine l'a mentionné vendredi dernier, que les meurtres de vengeance que les forces ukrainiennes infligent aux civils dans les villes et les villages lors de leur retraite ont bien lieu. Ils tuent simplement parce qu'ils ont perdu. C'est terrible. Cela en dit long sur le taux de perte ukrainienne. Et il y a un chiffre bien plus important. L'Ukraine compte aujourd'hui, en termes de population, la moitié de ce qu'elle était au début de la guerre. Disons que la moitié du pays s'est enfuie, et cette moitié ne reviendra pas. Ce n'est pas simplement qu'ils se sont installés en Pologne pour un temps, ou en Allemagne, ou plus à l'ouest de l'Europe. Les pertes humaines de la population ukrainienne, les victimes vivantes de la guerre, représentent la moitié du peuple ukrainien. Et elles sont parties pour de bon si elles parviennent à survivre et à maintenir leur résidence à l'étranger. C'est un taux de perte énorme, rarement pris en compte lorsque l'on pense à la mort, aux sacs mortuaires, aux blessures ou à ce type de victimes. Je placerai donc les chiffres dans cette perspective. L'Ukraine s'est essentiellement effondrée, et cela s'est produit sur 3 ans, comme le montrent les chiffres des réfugiés,
les flux d'arrivée dans chacun de ces pays, et ainsi de suite. L'Ukraine compte aujourd'hui la moitié de sa population d'autrefois. À l'intérieur du pays, le taux de perte est en gros d'1 pour 10 par rapport à celui de la Russie. 1 to 10 against the Russian casualty rate. Thank you Oui, so merci much, beaucoup John d'être avec nous for aujourd'hui. being with us today. C'est un grand plaisir. Great Thank you pleasure, for as having me. always. And Merry Christmas, John. Merry Christmas. Et joyeux Noël, John. Joyeux Noël, bonne année à nous tous, à toi aussi, surtout. Merci.